Bonjour à tous, donc je m'appelle Fares Belhadj, je suis en première année de MGE et Laurélie et moi aurons le plaisir de vous animer cette conférence. Donc comme vous le savez, cette conférence va traiter des sites de rencontres et pour nous en parler, nous allons accueillir un philosophe normalien qui est maître de conférence à la faculté de Lille. Donc je vous demande d'applaudir bien fort monsieur Marc Parmentier. Et je vais tâcher de vous faire une petite introduction sur le sujet. Donc, quand Louise, la respo de notre pôle, m'a dit pour la première fois qu'on organisait une conférence où un philosophe allait nous parler des sites de rencontres, il fallait dire que j'étais pour le moins étonné. Parce que pour moi, les sites de rencontres, c'est assez simple. C'est des mecs comme ça, qui essayent de draguer des filles comme ça. Ou c'est des gens comme ça, qui essayent d'avoir des relations amoureuses plus ou moins normales. Mais bon, étant donné qu'on prévoyait de ramener un philosophe, je me suis dit que c'était forcément plus compliqué que ce que je pensais. J'ai alors commencé des recherches et je suis tombé sur des sites, genre Mythique, eDarling ou... ouais. Je suis également tombé lors de mes recherches sur des sites de ce genre. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, si vous savez ce que c'est, mais c'est un site qui est dédié aux gens mariés pour les aider, les pauvres, à trouver des relations extra-conjugales. Donc voilà, c'est original, on va dire. Mais bon, vous me direz que ça ne change pas vraiment de la réalité et que le cocufiage a existé de tout temps. Mais je pense que la promotion d'une telle pratique met à mal l'idée du mariage déjà bien malmenée, malheureusement. Lors de mes recherches, j'ai appris que la désintermédiation des rencontres pouvait procurer à certaines personnes du réconfort. En effet, pour certains d'entre nous, la timidité peut être une barrière à la chope. Et c'est cette pudeur naïve qu'ils préfèrent cacher derrière un écran d'ordinateur. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, il y a d'autres solutions. Je sais pas, moi, qu'ils fassent un stage intensif de 1 mois à RBS, récemment élu choc Plante de France. Je vous assure, ils en sortiraient grandis. Et même, je trouve personnellement au site de rencontre un certain côté malsain. On a le choix entre 40 000 profils et on choisit celui qui nous correspond le mieux. Au fond, tout se passe comme si on était chez Momo en début de soirée et qu'on avait le choix entre un Grant, un Ballantine ou un Balvenie. À part que là, on a le choix entre un intello coincé qui sort de Polytechnique et un pervers sexagénaire dégueulasse à tendance pédophile. Et c'est principalement pour ces raisons que j'émets de sérieux doutes quant à l'efficacité réelle d'une relation amoureuse née des sites de rencontres. Ces sites deviennent alors l'extension naturelle d'un monde de pensée capitaliste aliénant où l'offre pléthorique rencontre une demande dégénérée. Mais bon, j'imagine qu'il faut vivre avec son temps. À l'époque du web 2.0, du sexto ou du chat roulette, les sites de rencontres deviennent petit à petit le moyen idéal de rencontrer quelqu'un. Et vous savez quoi? Ça peut marcher. Regardez-moi par exemple. Merci beaucoup de votre attention. Écoutez, en premier lieu, je vous remercie vraiment très chaleureusement de m'avoir invité parce que dans la voiture qui m'a conduit ici, j'ai eu droit à la liste des noms prestigieux qui m'ont précédé. Je me sentais quand même un peu complexé. Bon, donc je ne tenais pas à ce qu'on mette en avant mon cursus. Alors, en effet, je suis simplement enseignant en philo dans une université de province. Et je me suis intéressé au site de rencontre alors que ça n'avait strictement rien à voir avec mes sujets d'intérêt officiels, puisque en tant qu'universitaire, on a ces petits domaines de compétences et d'expertise. Mais néanmoins, il m'a semblé qu'il y avait un petit point commun entre les échanges affectifs, la circulation des affects sur les sites de rencontre, et ce que je connaissais un petit peu de la philosophie classique du XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle les traités des passions. Alors ça a été ça quand même qui m'a incité à poursuivre mes recherches. Mes recherches au sens théorique. Alors dans le domaine francophone, si on en croit les sociologues, au moins 1 millier de sites de tout genre qui s'adressent à des cibles différentes, puisqu'il y a des sites généralistes, il y a des sites affinitaires, il y a des sites même maintenant de plus en plus des sites communautaires.
fréquenter un site de rencontre, ça devient quelque chose de presque banal, alors qu'il y a quelques années, ça pouvait sembler être une activité particulièrement sulfureuse. Il y a une banalisation qui se marque aussi par le nombre de gens qui fréquentent ces sites, mais aussi par le changement dans l'image sociale de la démarche qui maintenant paraît tout à fait normal. Alors c'est un phénomène qui a été étudié d'un point de vue théorique jusqu'à présent par des sociologues, depuis quand même presque une dizaine d'années, notamment Pascal Lardelier, Jean-Claude Kaufmann, Catherine Lejallet, puis bien d'autres. Mais j'ai adopté une approche totalement différente, puisque moi je ne suis pas du tout sociologue. Je suis enseignant en philo et chercheur en philo sciences. Donc mon approche, c'était au contraire, à l'inverse de ce qui intéresse les sociologues, c'est-à-dire un peu la réalité, les statistiques, des chiffres, des choses concrètes. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est un peu l'envers de ce décor, c'est en réalité la phase purement virtuelle des échanges. Alors, parler de virtualité, bon, c'est un concept, c'est une notion qui est un peu partout présente dans notre culture contemporaine, mais en réalité, ça n'a rien à voir, la notion de virtualité n'a strictement rien à voir avec l'informatique, avec les ordinateurs, puisque c'est en fait justement un concept philosophique qui a derrière lui une assez longue histoire. Alors, vous me direz, un site de rencontre, ça ne se présente pas du tout comme un terrain de jeu virtuel, au contraire, c'est comme ça se présente, et au niveau du marketing des sites de rencontre, c'est bien de cela qu'il s'agit, ça se présente comme un outil de communication et même un outil de production particulièrement efficace, dont la publicité vante les performances en insistant justement sur la productivité de la chose, puisque si on se réfère à une publicité de meeting, on met en avant 396, alors je ne sais pas combien il y a de voitures qui sortent des usines, mais en tout cas là c'est 397 histoires par jour, et donc voilà, ça produit des histoires, une usine de production d'histoires et si possible de belles histoires. Donc ça c'est ce qui est la face visible, la face concrète de la chose. Mais en réalité, avant qu'une histoire, au sens une histoire d'un couple réel se forme, avant cela, il y a nécessairement une phase tout à fait autre que moi j'appelle virtuelle, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant qu'il y ait une rencontre physique, un rendez-vous physique entre les personnes. Parce que je ne sais pas parmi vous qui sont inscrits ou qui ont fait... Non, il y en a un parmi vous qui m'a dit, ben voilà, toujours dans la voiture, j'ai posé la question au jeune homme qui avait eu la gentillesse de venir me chercher. Alors il a trouvé la parade, je lui ai dit, mais vous êtes déjà inscrit dans un site de rencontre? Oui, mais il fallait bien, puisqu'il fallait préparer la conférence. Très bonne raison. Alors, donc, si vous avez préparé un peu le sujet, vous savez qu'on s'inscrit à un site par un pseudo, ce qui est déjà un mot tout à fait révélateur, puisque pseudo, ça veut dire que ça n'est pas la réalité. Les échanges, de toute façon, commencent forcément par une phase virtuelle, avant que les gens puissent se rencontrer. Et d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la plupart des histoires restent au stade virtuel, puisqu'il y a évidemment beaucoup plus de communications qui n'aboutissent pas que de communications qui aboutissent à un couple. Et certains, alors, voilà, ça c'est aussi très intéressant, et c'est un peu en discutant avec les uns avec les autres que je m'en suis aperçu. Moi, je n'ai pas du tout suivi de méthode scientifique, je le dis tout de suite, j'ai suivi un peu une analyse intuitive. Et donc, je me suis aperçu que certains s'installent délibérément et durablement dans la virtualité en repoussant de manière délibérée ou au contraire inconsciente, en repoussant indéfiniment l'idée même, la perspective même d'une rencontre physique en chair et en os. Alors de toute façon, même si une rencontre physique intervient, et ça c'est le bouquin de Jean-Claude Kaufmann qui a insisté beaucoup là-dessus, même si une rencontre physique intervient, après une phase plus ou moins longue de discussion, de mails, etc.,
la rencontre physique, elle est de toute façon d'une toute autre nature que ce qui s'est passé avant, et elle est par définition décevante. C'est forcément une déception. Ça ne peut pas être autre chose qu'une déception lorsqu'il y a rencontre physique. Comme on dit, et comme le disait une publicité qui a été diffusée à la télé en 2010 par Mythique, il était mieux sur la photo. Et où elle était mieux sur la photo, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. C'est forcément un choc. Et de toute façon, alors, bon, donc ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de communication qui résiste à cette étape de déception. Et de toute façon, même si les choses vont plus avant, alors il faut imaginer que le couple devra de toute façon reconstruire complètement sa relation sur de toute autre base, en occultant pratiquement, presque en oubliant, en cachant un peu sous le tapis, la phase virtuelle qui a précédé, parce qu'il ne peut pas y avoir de continuité entre la phase virtuelle en amont de la rencontre physique et puis ce qui va se passer. Donc moi, bref, je me suis intéressé purement et simplement à, non pas ce qui va se passer après, mais au contraire, la phase en amont, la phase antérieure, la phase que j'appelle virtuelle. Alors, le fait tout à fait extraordinaire, à mes yeux, c'est que le fait que ça soit virtuel, que cette phase de communication se fasse en l'absence finalement des corps, tout ça ne diminue pas, n'atténue en rien l'intensité des affects qui naissent et qui s'échangent. Au contraire, c'est la virtualité, elle exacerbe les affects. Et c'est tout à fait extraordinaire de penser qu'à simplement à la faveur d'un échange avec un parfait inconnu ou une parfaite inconnue dont le visage est masqué, on peut se sentir touché, flatté, séduit, au contraire, parce qu'il y a le positif et le négatif, bien sûr, au contraire, insulté, agressé parfois, alors que bon, il ne se passe rien, concrètement, il ne se passe rien. L'ordinateur ne fait nullement écran à la violence des émotions. Alors donc ma question, ça a été celle-là. Qu'est-ce qui explique que des affects aussi forts puissent intervenir dans une phase où il n'y a pas de rencontre physique? Quel est le ressort de ces affects bien réels, pour ce qui les concerne, générés par des interactions qui sont purement virtuelles? Alors, on pourrait évidemment faire des rapprochements. Commencer par faire des rapprochements en se disant il y a aussi des affects extrêmement, des émotions très fortes qui sont vécues dans d'autres espaces virtuels. Par exemple, les jeux vidéo, ça explique qu'on soit assez facilement, on est très vite addict aux sites de rencontres, et aussi on est addict aux jeux vidéo sans doute parce qu'il y a des affects très forts qui s'y jouent, mais aussi sur d'autres espaces comme les réseaux sociaux, Facebook, pourquoi pas les sites de e-commerce. Donc, finalement, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas le seul cas où un espace purement virtuel déclenche des émotions, des affects puissants. Alors, donc, il faut comprendre après qu'est-ce qu'il y a de propre au site de rencontre. Le premier point à souligner, c'est que, de manière générale, virtuel, contrairement à ce qu'on lit ou ce qu'on dit, virtuel, ça ne s'oppose absolument pas à réel. Au contraire, virtuel, c'est une dimension, mais alors tout à fait banale, tout à fait ordinaire de la réalité. Par exemple, lorsqu'on ouvre les yeux, on a une image, on a un champ visuel, on n'a absolument pas l'idée qu'il y a deux trous dans ce champ visuel qui correspondent aux tâches de la rétine, au lieu où le nerf optique vient s'appliquer sur la rétine. Et donc, il y a ce qu'on appelle des taches aveugles, c'est une découverte aussi du XVIIe siècle de Mariette. Mais évidemment, c'est pas possible de voir la tache aveugle, tout simplement parce que notre cerveau, les zones dédiées à la vision, reconstituent des données pour qu'il y ait une continuité du champ visuel et qu'on ait une impression de voir une image en quelque sorte concrète, une image continue comme ce sont un tableau, comme l'est un tableau. Donc voilà, ça c'est
du virtuel qui fait partie intégrante de notre perception la plus ordinaire, la plus banale. Donc c'est même ce virtuel-là qui fait qu'on a une impression de réalité lorsqu'on ouvre les yeux. Parce que si on avait des discontinuités dans notre champ de vision, on n'aurait pas cette impression de réalité. Donc là, le virtuel, il est pratiquement un des ingrédients de la réalité. Et dans le domaine des affaires, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut imaginer le jeu de l'imagination qui va enrichir des données qui sont au départ des données brutes de la perception. Et ces données de l'imagination, cet enrichissement de l'imagination fait que, par exemple, on va trouver beau un paysage. Genre, pourquoi on trouve beau un paysage? C'est pas simplement parce qu'on a des stimuli visuels de couleurs, de formes, etc. C'est parce qu'il y a une couche, quelque sorte de virtualité qui vient s'ajouter. C'est-à-dire, on s'imagine, ou bien on se rappelle qu'on a vécu, on a passé des vacances, on a passé un moment. Ou au contraire, on s'imagine qu'on va éventuellement pouvoir passer, qu'on aimerait bien passer un moment ou partager la vie des gens qui habitent dans ce pays, etc. Mais tout ça, c'est partie intégrante, ça fait partie intégrante de notre perception. Quand on parle même d'un paysage, c'est parce qu'il y a un enjeu purement imaginaire, purement fantasmatique. Peut-être qu'on jamais on va aller passer ses vacances dans cet endroit-là. Mais le fait d'y penser, le fait de le voir comme possible, fait qu'on va le trouver beau, on va le trouver intéressant, et voilà, c'est inscrit dans la notion même de paysage, qui n'est pas quelque chose de réel, enfin au sens de concret, de brut. De même, si un homme, alors je parle en tant qu'homme, et on pourrait évidemment faire la même chose en tant hétérosexuel, et donc on pourrait faire le même exemple symétrique et dans toutes les symétries possibles. Bon, par exemple, si un homme trouve une fille jolie, c'est très mystérieux. Hein. Est-ce que ce sont des données objectives? Bien sûr que non. Pourquoi? On peut dire, il perçoit une fille comme jolie parce qu'il imagine ceci ou cela, ou parce qu'elle lui rappelle que, ou parce qu'il... Mais enfin bref, ce sont des couches de virtualité. Alors ça ne veut pas dire du tout qu'il y ait une mauvaise intention consciente, délibérée, ça ne veut pas dire que ce soit qui va le harceler. Non, ça fait partie intrinsèque de la perception d'ajouter une dimension imaginaire. Évidemment, ça vaut aussi dans toutes les symétries possibles. Donc voilà, je voulais simplement donner quelques exemples pour montrer que virtuel, ça ne s'oppose pas du tout à réel, et même si on voulait pousser un peu loin les choses, parce que justement, c'est un petit peu la manie des philosophes, d'aller pousser les énoncés jusqu'à ce qu'ils deviennent paradoxaux, eh ben, on pourrait dire, non, c'est pas du tout opposé, c'est le contraire. Notre construction de la réalité fait intervenir du matériel virtuel. Et si on va encore... Moi, ça c'est une opinion purement personnelle, mais enfin, on pourrait aussi l'argumenter. J'ai tendance à penser que ce supplément virtuel, c'est justement ce qui nous rend de temps en temps heureux. Alors, du coup, que font les ordinateurs dans cette histoire? Que fait l'informatique dans cette histoire? Eh bien, elle fait quelque chose de quand même assez magique. Parce que dans la perception ordinaire, dans la vie courante, le virtuel, il est imaginaire, il est de l'ordre du fantasme, donc il reste en quelque sorte enfermé dans un individu, voire dans un cerveau. Et ce que fait l'informatique et les ordinateurs, ce que font l'informatique et les ordinateurs, c'est concrétiser ce virtuel, lui donner une réalité concrète, et du coup en faire un objet de partage. C'est-à-dire qu'on passe les limites, les frontières de l'imagination de la personne. Alors, comment ça se produit? Bien, si, puisque vous avez tous essayé de vous connecter sur un site de rencontre, alors vous savez que très vite, on est incité à aller au-delà de simplement le pur jeu du fantasme, de l'imagination. On est incité à agir, à faire des choses, c'est-à-dire à agir concrètement. Alors, ça veut dire visiter un profil, faire défiler des profils, regarder une photo, envoyer un flash, un kiff, un coup de cœur, répondre à un questionnaire d'affinité, etc.
faire le portrait robot de son partenaire idéal, et ça n'en finit plus. Et donc on a l'impression qu'on fait quelque chose. Mais du coup, ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'imagination. Quand on reste dans l'imagination, on ne fait rien, on est dans la contemplation, on est dans la passivité. Et donc on ne fait rien. Tandis que là, d'entrée de jeu, on est incité à agir, mais agir sur quoi? Sur rien, en fait, sur un objet purement imaginaire, mais qui va du coup être un objet de partage et de communication. Donc ça devient interactif. C'est-à-dire le virtuel devient interactif au lieu d'être strictement subjectif et personnel. C'est de l'imaginaire partagé, donc c'est de l'imaginaire cohérent, qui donc du coup prend un certain degré de réalité au sens de la réalité concrète. Alors évidemment tout ça existe aussi sur d'autres espaces virtuels comme les jeux vidéo en ligne, mais ce qui est propre là aussi, il y a des gens qui partagent. Ils partagent quoi? Ils partagent rien, hein, mais il y a des actions à faire, donc il y a une pseudo-réalité qui émerge comme ça. Alors, ce qui est propre au site de rencontre, c'est que cette virtualité-là, dont j'ai parlé jusqu'à présent, vient en quelque sorte en résonance avec une autre virtualité qui, de toute évidence, est déjà inhérente à tout ce qui relève du sentiment amoureux. Parce que, ordinateur ou pas, il y a par définition un ingrédient virtuel essentiel dans les relations amoureuses. Alors la preuve, enfin un signe qu'on peut utiliser, qu'on peut mentionner, c'est le fait que dans la littérature amoureuse, et par exemple celle du XVIIe siècle, à mon avis c'est pas du tout au hasard, il y a beaucoup de cas où un homme va tomber amoureux d'une femme sans la voir, sans rencontre physique, simplement sur sa réputation, sur la réputation de sa beauté ou sur un portrait, etc. Et symétriquement, vous pouvez avoir des cas où une femme va tomber amoureuse d'un homme à distance sur sa réputation, sur sa gloire, sur le récit qu'on fait de ses exploits, etc. Donc c'est exactement le même mécanisme qui se passe sur Internet, 3 siècles plus tard, mais ça peut se passer parce que de toute façon, dans la naissance au moins du sentiment amoureux, il y a essentiellement de la virtualité. Donc voilà pourquoi là c'est la particularité des sites de rencontre, c'est que vous avez cette espèce d'accord. Bon. Alors, entre deux ingrédients virtuels. Alors maintenant, donc, je n'ai pas encore commencé mon exposé. Tout ça, c'était une sorte d'introduction. Donc je vais quand même, d'abord, puisque encore une fois, je suis très sensible au fait que vous me donniez l'occasion de parler à des étudiants d'un autre profil intellectuel que ceux auxquels j'ai l'habitude de m'adresser. Alors je vais quand même faire un effort pour aller dans votre sens, et puis je vais vous parler du business. Je vais vous parler du business. Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer en quoi la rencontre peut être un business. J'ai un peu lié à business, alors vous me pardonnerez parce que je n'ai pas eu la chance de faire des études d'économie approfondies. Et donc je vais peut-être dire des bêtises, mais je fais confiance, vous êtes trop gentil pour me les faire remarquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut, selon moi, néophyte, pour faire un business? Alors, il faut une demande. Il faut une offre, il faut des produits, des services, des acheteurs, il faut un espace de confrontation d'offres et de la demande, il faut aussi des mécanismes de mesure des valeurs, voire aussi des mécanismes de négociation. Est-ce que j'ai bon? Bon. Alors, eh ben voilà, ça tombe bien parce que tout ça sont des choses qui existent sur les sites de rencontre. Alors, je ne parle pas du fait que investir son argent dans un site de rencontre, ça puisse être une activité très lucrative. Ça, c'est pas de ce point de vue-là. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'un site de rencontre entre les internautes. Alors, bon, c'est un marché un peu spécial, c'est plutôt du type second-hand, d'occasion, quoi. Où les acheteurs sont à la fois les produits et les acquéreurs. Bon, ça complique un petit peu, mais c'est pas grave. L'expression libre-échange n'a jamais porté aussi bien son nom que sur un site de rencontre. Alors, il y a aussi une demande, ça c'est sûr, et en quoi elle consiste? C'est une espèce de désir général, assez vague, qui correspond à l'état d'esprit de celui qui voit. Oh, des amis m'ont dit que, alors je me connecte. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend? C'est difficile à définir, ne sait pas elle-même, mais il y a un désir de quelque chose, ça c'est sûr, sinon on ne se connecterait jamais. Donc ça correspond à une demande. Alors, certains sociologues, justement, Catherine Le Jal par exemple,
a fait une espèce de typologie des acheteurs, des clients en fonction de la nature de leur demande et de leur motivation. Alors, il trouve qu'il y a 3 catégories: les épicuriens en quête d'aventure, les personnes en quête de relations stables, alors qui prennent le site de rencontre pour une agence patrimoniale, mais à mon avis, c'est pas du tout une agence patrimoniale. Enfin, et 3e catégorie, les personnes en convalescence affective, qui, c'est le plus intéressant, qui se réentraînent un petit peu. Alors, ils n'osent pas vraiment refranchir le pas, de se remettre dans le navire, mais enfin, ils sont embarqués, ils veulent être embarqués à moitié. Et donc, des personnes en convalescence affective, par exemple, pour sortir d'une rupture, qui vont se servir du site comme d'un objet transitionnel, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire, en clair, un doudou. Tout ceci traduit l'antériorité dans le domaine amoureux du désir par rapport à son objet. Alors là aussi, c'est une illusion qu'on pourrait avoir, que l'illusion du coup de foudre, hein, d'ailleurs, d'un seul coup, voilà, il y a une rencontre, la rencontre est première, et puis c'est un objet, en quelque sorte, qui s'impose et qui fait naître un désir. Mais en réalité, évidemment, tout le monde sait que c'est le contraire, c'est bien le désir sans objet, qui recherche son objet et qui est complètement antérieur. Et ça, c'est exactement le scénario des sites de rencontre, puisqu'on se connecte, c'est vraiment le fait de se connecter, c'est la preuve de l'antériorité de ce désir. Donc ça, j'ai repéré qu'il y avait une offre, qu'il y avait une demande, qu'il y avait... alors les produits. Alors les produits, ce sont les profils qui correspondent à des fiches produits. Ils défilent dans une sorte de catalogue de type VPC, particulièrement bien achalandé d'ailleurs, avec des milliers, des dizaines de milliers d'articles en stock, produisant des effets de séduction, de fascination, notamment par les grands nombres. Et ça aussi, c'est un apport de l'informatique. C'est les effets des grands nombres. Hein. Si vous connectez sur Mythique, à chaque instant, on se dit, ben voilà, j'ai 100 000 personnes à qui je pourrais envoyer un message comme une bouteille à la mer. Donc c'est fascinant, peut-être que je vais rencontrer personne, mais le fait de potentiellement pouvoir discuter avec 100 000, c'est un côté anxiolytique. Et donc ça, c'est le côté anxiolytique de l'informatique qui nous met en présence de grands nombres, hein, de multiplicité des possibles, quasiment infinie. Le produit maintenant doit se mettre en évidence, doit mettre en évidence ses appâts, comme on disait santé à la fin, comme on dit du XVIIe siècle, notamment en renseignant la ligne extraordinaire, je parle de Mythique, le plus séduisant chez moi. Alors, ça c'est extraordinaire, parce que, c'est-à-dire, moi, personnellement, je vais dire aux autres ce qui est le plus séduisant chez moi. Mais attendez, c'est plutôt aux autres de savoir ce qui est séduisant chez moi. Alors là, vous voyez bien comment le serpent se mord la queue, comment on est vraiment dans une espèce de dispositif marketing. C'est-à-dire, je dis aux autres ce qu'ils doivent aimer en moi. C'est beaucoup plus facile d'aller faire ça comme ça. C'est-à-dire, je dis aux autres ce qu'ils doivent trouver séduisant en moi. Je parle pas de... C'est un mot général, hein, c'est pas... C'est un mot philosophique, hein, c'est pas... Religieux, c'est une valeur universelle. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout paradoxal, parce que ça signifie que les adeptes des sites de rencontre entrent, de toute façon, dès l'instant où ils s'inscrivent, ils entrent à leur corps défendant dans une logique de marketing, en tâchant de se conformer à la demande, plus exactement à ce qu'ils croient être la demande, plus exactement encore, parce que comment voulez-vous croire, il n'y avait pas d'étude de marché possible, ou plus exactement encore à ce qu'on appelle les exigences implicites de la société. Je me conforme à ce que j'imagine que les autres attendent de moi. Alors, on a presque fini. Alors, l'acquéreur, maintenant. L'acquéreur, lui, il se trouve dans une situation de fascination, comme je vous l'ai dit, devant la diversité quasi infinie des produits, la multiplicité infinie des possibles. Et même s'il n'y a aucun qui se réalise, de toute façon, c'est quand même une expérience de fascination. C'est comme quelqu'un qui va contempler les rayons d'un supermarché, il passe ensuite par la sortie sans achat, mais ça fait rien, il est passé un bon moment quand même. Ou alors, c'est ce que les vendeurs d'un essuie appellent le plaisir des yeux. Alors, en plus, évidemment, il y a un piège, c'est-à-dire, on s'est dit, mais s'il y en a autant, et évidemment, les publicités jouent beaucoup là-dessus, s'il y en a autant, alors enfin, il y a beaucoup plus de chances qu'il y en ait un pour moi ou une pour moi. Là, c'est vrai que c'est complètement fou, parce qu'il y en a beaucoup, et donc on se dit qu'il doit y avoir un produit dans la masse, il y en a sans doute un qui correspond exactement à ce qu'on a le portrait de la femme, de l'homme idéal. Au plus il y en a, au plus la probabilité de trouver la perle rare, l'homme de ma vie, enfin la femme de ma vie, au plus cette probabilité est grande. Et donc, il
il est tout à fait clair qu'il y a un mécanisme de fascination devant le possible, de même type que la fascination devant un catalogue. Alors autrefois on disait le catalogue de la Redoute, alors maintenant c'est plutôt peut-être un catalogue d'un site de e-commerce. Ah, c'est pas fini. Alors il y a encore l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande. Ça explique par exemple pourquoi les administrateurs des sites font en sorte qu'ils essayent de faire en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes sur les sites. On est dans un système d'extraordinairement grande concurrence, concurrence féroce, forcément. Il ne peut pas y avoir de système plus concurrentiel que celui-là. Vous êtes à la recherche d'un objet de votre convoitise. Et en même temps, c'est un système où, de toute façon, il n'y a aucune information sur la concurrence, puisque quand vous êtes dans un site, si vous êtes un homme, vous avez accès au profil des femmes, vous n'avez pas accès au profil des concurrents, hein, de vos rivaux, en quelque sorte. Et donc, c'est un marché complètement opaque et totalement anxiogène de ce point de vue-là, parce que c'est extraordinairement difficile de monter une boîte sans avoir aucune idée de la réalité de la concurrence. Alors, des prix, il y a des prix sur les sites de rencontres. Je ne parle pas du prix de l'abonnement. Les fiches du produit donnent aussi, les fiches produits donnent, les profils donnent aussi des indications sur un peu la valeur marchande, la valeur d'échange du produit sur le marché. Alors, il y a deux types d'indications. Il y a des indications relatives aux caractéristiques intrinsèques du produit, en regard des échelles de valeur en vigueur dans la société. Et puis alors, vous avez d'autres indications qui sont relatives au flux d'activité sur le produit. Alors, parmi les indications sur la valeur intrinsèque du produit, il y en a une qui est l'âge, par exemple. Alors, c'est bien, c'est quantitatif. Parce que, alors, au-delà d'un certain âge, il faut essayer de déterminer lequel, au plus vous êtes jeune, au mieux c'est. Et donc, forcément, vous rentrez dans une idéologie jeuniste, qui a une terreur bleue de ce qu'on appelait autrefois l'âge canonique. Et donc, il faut s'écarter le plus possible de l'âge canonique. Et donc, il faut paraître jeune. Et c'est pour ça que, au-delà d'un certain seuil, tout le monde ment sur son âge. Donc, en fait, l'âge, c'est un petit peu la quantité, enfin, la valeur, c'est un affichage, c'est un élément de la valeur du produit. Alors, bon, bien sûr, il n'y a pas que tous les éléments quantitatifs du produit peuvent contribuer à faire une espèce d'évaluation, contribuer à lui donner, lui conférer une sorte de valeur marchande. Alors, vous avez ici, par exemple, la rubrique des revenus, le nombre d'enfants. Alors là, c'est sûr que la valeur est inversement proportionnelle au nombre d'enfants, etc. C'est des petits paramètres quantitatifs, mais qui font une constellation qui, au bout du compte, donne une espèce de valeur marchande. Alors, l'autre élément intéressant, c'est les informations sur l'afflux d'activité. C'est ce qu'on appelle aussi la popularité. Ce qu'on appelle la popularité, c'est sur Facebook. Alors, vous savez, quand même, le jeu des adolescents, enfin, j'espère que vous êtes sortis de cet âge-là, où chacun dit « Ah, moi j'ai 500 amis. » Bon, mais ça, c'est je suis populaire. Alors, évidemment, vous comprenez bien que du point de vue du marketing, c'est certain qu'au plus il y a de clients dans un restaurant, au plus il y a de clients qui vont vouloir y rentrer. Et donc, il y a une certaine époque, enfin, quand j'ai commencé mes recherches, où sur Mythique, justement, Mythique affichait avec chaque profil le nombre de visites et de flashs reçus. Alors c'était extraordinaire, parce que c'est un petit peu comme le nombre de roulants sur Twitter, hein, le nombre de followers. Et les différences étaient complètement stupéfiantes et terriblement cruelles. Alors, si je me souviens bien, la popularité des femmes était en moyenne... Alors on n'a plus accès à ces informations maintenant sur Mythique, c'est dommage, c'était très rigolo. La popularité des femmes était en moyenne 10 fois plus élevée que celle des hommes. Et alors, celle des hommes, pour une période de temps donnée, disons 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, variait dans des proportions hallucinantes. Si je peux faire confiance à ma mémoire, le nombre de visites reçues, et c'est là où on s'aperçoit de la cruauté extraordinaire, enfin des affects très, très, très forts, hein, de douleur, de souffrance que ça peut causer, ce genre d'expérience. Écoutez, ça allait de 5 à 10 000 selon les profils. Alors évidemment, quand vous êtes celui qui constate qu'il y a 10 000 visites, votre valeur augmente, du
coup, vos prétentions aussi, vous allez viser plus haut. Par contre, si vous êtes celui qui a eu ça... Alors, donc, vous comprenez que là, c'est pour ça sans doute que Mythique a arrêté, parce que c'était à la fois trop révélateur, enfin, et puis en même temps, évidemment, trop cru. Alors, ces indications ont été supprimées, mais elles existent encore, je crois, sur d'autres sites, par exemple sur Badoo. Ou alors là, c'est terrible, parce que sur Badoo, il me semble qu'on peut acheter, contre espèces sonnantes et trébuchantes. Là, on n'est plus dans la métaphore des échanges économiques, mais dans les vrais échanges économiques. On peut acheter de la popularité, on peut être mis, on achète pour apparaître en tête du monde extraordinaire. Tout ceci vient le symbole d'une extension indue de la logique marchande à l'intérieur même du fonctionnement des sites de rencontres. Et les internautes, ils sont extrêmement sensibles, puisqu'on lit très souvent dans les annonces des phrases du genre « Oh là là, j'ai l'impression de me vendre, l'impression d'être dans un supermarché », ce qui est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, encore un autre indice, c'est que depuis quelque temps, sur Mythique, quand vous faites votre petit texte de présentation, là, qu'on appelait autrefois une annonce, maintenant, annonce, ça fait annonce. Maintenant, on appelle ça des accroches. C'est vraiment un terme de marketing. Alors, sans parler du site Adoptamec qui vous a inspiré pour votre affiche, je vous remercie aussi pour l'affiche. Alors, j'ai essayé de me faire un peu pousser la barbe depuis, mais j'y suis pas arrivé aussi bien que sur la photo. En tout cas, Adoptamec a même fondé tout son concept, toute sa pub sur une prise de distance ironique avec le modèle justement marchand en représentant des femmes. Alors c'est très subtil comme figure de rhétorique, ça consiste à dire qu'en puisqu'on représente les femmes comme poussant un caddie, ça veut dire que considérant les hommes comme des objets, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger à ce que les hommes ni les femmes soient considérés comme des acheteurs ou des produits. En réalité, c'est pas vrai, c'est pas parce que vous dites quelque chose que c'est faux, c'est pas parce que vous avouez que vous êtes un salaud que c'est pas vrai. Et donc, on a eu... Et donc, et en plus, là, c'est l'inverse, parce qu'évidemment, tout le monde sait que sur les sites de rencontres comme ailleurs, comme dans la vraie vie, c'est pas les hommes qui risquent des objets, c'est évidemment les femmes. Mais le fait d'inverser, en quelque sorte, ça neutralise un petit peu les reproches qu'on pourrait faire au site de rencontre, de traiter effectivement les adeptes comme des produits, voire comme des acheteurs. Bon, alors ça, c'était que ma première partie. Mais rassurez-vous, j'ai une montre devant moi, donc je ne vais pas déborder. Il me reste que 2 autres parties. Alors, on va tomber dans un deuxième temps, je vais parler de la communication avec autrui, ce qu'on appelle en philo le problème d'autrui, ou l'expérience d'autrui. Et ce qui est tout à fait intéressant dans les sites de rencontre, c'est qu'il y a 2 aspects complètement contradictoires. D'un côté, comme on vient de le voir, autrui est relégué au rang d'objet, risque d'être relégué au rang d'objet. Donc c'est la négation de sa dimension d'altérité, puisque par définition, autrui n'est pas une chose. Et en même temps, sur les sites de rencontre, justement, quand on considère, bien sûr, uniquement cette phase virtuelle dont j'ai parlé au début, alors sur les sites de rencontre, eh bien, il y a la possibilité d'avoir une expérience sans égale, une expérience absolument radicale d'autrui, une sorte dans sa radicalité. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème d'autrui? Le problème, c'est que autrui, par définition, ce n'est pas une chose. Si on considère autrui comme une chose, on nie sa personnalité, sa conscience, son humanité, on l'aliène, comme on dit, on l'aliène. Alors, bon, donc autrui n'est pas une chose, c'est sa définition. Mais en même temps, dans la vie courante, on n'a accès à autrui que parce qu'il, en lui, est une chose, se présente comme une chose, c'est-à-dire son corps. Alors, si on développe un peu, bien sûr, le corps d'autrui n'est pas réellement une chose, même s'il est matériel. La preuve, c'est que si je désire le corps d'autrui, je ne désire pas une chose, je ne désire pas un objet, je désire justement ce qui en lui n'est pas une chose. Et si je me comporte, alors par contre, avec le corps d'autrui comme avec une chose, c'est en fait une impuissance de ma part, c'est une espèce d'abandon, c'est une forme de dépit. Alors, apparemment, le dispositif
qui est mis en place dans les sites de rencontres bouleverse complètement les données du problème. Parce que justement, contrairement à ce qui se passe dans la vraie vie, ce n'est pas au corps d'autrui que j'ai affaire en premier. Et donc autrui ne se présente pas à moi comme un objet, ou comme à travers son corps. Et ce corps, précisément, quand on parle de la phase virtuelle, ça veut dire que le corps n'intervient pas. Il reste en quelque sorte à distance. Mais alors justement, je vais avoir la possibilité de communiquer avec autrui en sautant en quelque sorte cet obstacle, ce risque, qui est de le voir uniquement à travers son corps. Et donc, il y a toute une idéologie pour certains, mais justement, c'est une sorte d'atout de pouvoir accéder en quelque sorte, entre guillemets, à la personne, à la réalité, l'intimité de la personne, alors que dans les relations sociales ordinaires, il y a un obstacle qui est constitué par le corps. Alors que, d'ailleurs, cet obstacle peut jouer positif ou négatif, parce qu'effectivement, si vous avez le corps qui devient le centre d'intérêt, positivement ou négativement, soit parce que vous trouvez quelqu'un, vous êtes un peu fasciné par le corps de quelqu'un, évidemment, c'est un obstacle à ce que vous communiquez avec lui, et inversement, si vous êtes un peu dégoûté par le corps de quelqu'un, c'est tout aussi bien l'obstacle. Alors là, il n'y a plus d'obstacle de ce point de vue-là, et c'est pourquoi, d'une certaine façon, il y a un contact direct, paradoxalement, avec autrui. Et que, il me semble que, justement, les sites de rencontre peuvent avoir une expérience originale et forte et authentique de communication avec autrui, parce qu'il n'y a pas ce risque de s'intéresser, en quelque sorte, qu'à ce qui pourrait en lui être pris pour un objet. Alors, en même temps, bien sûr, la contrepartie, c'est que, comme on l'a vu, bon, puisque autrui se présente à travers une fiche produit un peu standardisée, avec un nombre fini de paramètres et un nombre fini de réponses à chacun des paramètres, eh ben, forcément, il perd de son autrui, en quelque sorte, il disparaît en tant qu'autrui, en tant que personne individuelle, en tant que personnalité singulière. Il risque là aussi de redevenir un objet autrement que par son corps, mais quand même une sorte d'objet, l'objet d'un troc. Je n'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a aussi une phase de négociation qui complète les analogies entre la logique marchande, la logique du commerce et la logique fournisseur. Il y a aussi une phase de négociation. L'affaire va se faire ou ça ne va pas se faire? Quelles conditions? Bon, excusez-moi, je reviens à la question d'autrui. Donc, voilà. D'un côté, il y a un obstacle qui est levé, mais d'un autre côté, il y a un autre obstacle qui émerge, à savoir le risque de voir autrui comme un produit marketing standardisé répondant à des normes sociales implicites. Alors, une autre singularité de l'expérience d'autrui sur les sites de rencontre, c'est l'absence, caractère totalement inexistant, des cadres sociaux de référence. Et mon Dieu que c'est important ça, parce que ce qu'on appelle réalité, au sens ordinaire du terme, c'est quelque chose de social. C'est quelque chose qui est socialement défini, qui est réglé par un certain nombre de codes sociaux, des modèles de comportement, des conventions qui passent le plus souvent complètement inaperçues, mais qui n'en sont pas moins complètement indispensables. Quand on rentre dans un restaurant, comment on sait qu'on est dans un vrai restaurant et pas dans une espèce de restaurant en quelque sorte faux, réalisé par quelqu'un qui voudrait nous tromper? C'est qu'on sait ce qu'il faut faire dans un restaurant, on sait le genre de choses qu'on va dire dans un restaurant. On sait le genre de choses que les gens dans le restaurant vont nous dire, on sait ensuite comment il faut se comporter, comment il faut les choses à faire, les choses à ne pas faire, etc. Et tout ça, évidemment, on n'a pas du tout conscience, mais ça fait partie d'un savoir, en quelque sorte, implicite, qui fait que quand on est dans un restaurant, on se sent à l'aise, on se sent, en quelque sorte, dans la vraie réalité. Alors que si quelqu'un dans un restaurant ne se comporte pas comme ça, immédiatement, vous avez un très très fort sentiment de malaise, et voire de sentiment d'irréalité, justement. Imaginez un extraterrestre qui arrive dans un restaurant. Eh bien, c'est exactement le statut d'un internaute qui arrive sur un site de rencontre. Il ne sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, comment il faut dire, ce qu'on fait, est-ce qu'il faut tutoyer, est-ce qu'il faut vous soigner. Enfin, il n'y a pas de cadre social. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir, si ça se banalise complètement, il y a une espèce de code qui va se mettre en place, implicite, qui va se diffuser, et qui va faire que les gens vont savoir comment se comporter sur un site de rencontre. Mais pour l'instant, il me semble que justement l'intérêt, c'est qu'il n'y a absolument aucune référence possible. Alors ce qui est très amusant, c'est que les gens ne supportent pas qu'il n'y ait pas de cadre de référence.
ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne fera rien. On ne peut pas communiquer si on n'a pas un cadre. Alors, que font les gens, certains? Eh bien, ils se raccrochent à des cadres qu'ils connaissent par ailleurs et qui existent. Par exemple, l'entretien d'embauche. Alors, vous commencez à parler avec quelqu'un, bon, alors, c'est extraordinaire, on a l'impression qu'on répond à des questions, et si vous êtes dans cette situation, vous faites quoi? Bon. Alors ça, c'est le modèle entretien d'embauche. Après, vous avez le modèle agence matrimoniale, désir, aventurier d'asseoir, passez votre chemin, désir, relation stable, fidèle, sincère, etc. Bon, ça c'est le modèle agence matrimoniale. Après, vous avez le modèle boîte de nuit, draguer, alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon. Enfin, on voit bien que les gens vont, en quelque sorte, appliquer spontanément, se raccrocher en quelque sorte à un modèle de comportement social. Et du coup, l'absence de modèle produit des effets très violents. Parce que, par exemple, beaucoup vont avoir l'impression d'être victimes d'une impolitesse, par exemple. Mais qui est-ce qui dit ce que c'est qu'être poli sur un site de rencontre? C'est pas la même chose, les règles de la politesse ne sont pas les mêmes selon les circonstances. Alors, vous pouvez, par exemple, écrire un message à quelqu'un qui, sans aucune espèce d'intention de blessante ou d'impolitesse, et ce message, sans que vous compreniez pourquoi, va être reçu comme totalement impoli. Parce qu'en fait, la personne avait un cadre de référence imaginaire, fictif, qui fait qu'elle se sent victime d'une impolitesse. Alors, l'expérience la plus douloureuse dans cet ordre, c'est la volatilité. L'expérience très violente de la volatilité, parce que là aussi, dans la vie sociale réelle, vous avez une espèce de continuité de la communication qui est assurée, au moins physiquement, par la présence des corps. Vous ne pouvez pas vous évanouir, vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, vous ne pouvez pas instantanément vous évanouir, disparaître, comme les envahisseurs dans les feuilletons à la télé il y a 40 ans. Tandis que sur Mythique, eh bien, vous pouvez d'un seul coup, du jour au lendemain, ne plus avoir... Enfin, vous avez une correspondance avec quelqu'un, puis d'un seul coup, sans vous sachiez pourquoi, vous n'avez plus personne, il n'y a plus personne devant l'écran, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Et alors, vous pouvez toujours vous demander pourquoi, j'ai dit quelque chose, mais non, pas forcément. C'est la pure et simple volatilité qui est évidemment une agression extrêmement forte. Mais encore une fois, on pourrait dire, mais justement, ça c'est un vrai terrain d'expérimentation de la liberté absolue d'autrui. Parce que c'est pas parce que j'ai échangé pendant 3 mois que je ne peux pas d'un seul coup, sans raison, sans le justifier, disparaître complètement des écrans radars. Alors évidemment, le pire, c'est que vraisemblablement, ce sont des comportements qui finissent par s'infiltrer dans les comportements sociaux ordinaires de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que quelqu'un disparaisse aussi au sein d'une relation qui est une relation normale. Alors, l'absence de cadre de référence intensifie les affects amoureux, puisque vous n'avez plus le poids des conventions sociales, le poids des contraintes sociales, ce que Freud appelle le principe de réalité. Et donc, c'est pourquoi, justement, que ce soit en positif ou en négatif, c'est un élément d'explication, pourquoi les affects sont si puissants dans la sphère virtuelle, précisément. Parce qu'on n'a pas la protection. On est totalement sans protection, on n'a pas la protection du cadre social de référence. Et du coup, on en arrive à une communication totalement paradoxale, un mode de communication tout à fait paradoxal, qui est la communication par mauvaise foi. Parce que, quand on s'adresse à quelqu'un, on n'est même pas sûr. On sait qu'il peut y avoir des profils complètement faux, et par conséquent, quand vous vous adressez à quelqu'un, justement, c'est une expérience radicale aussi d'autrui, parce que vous ne savez pas du tout à qui vous adressez. Ça peut être un homme qui se fait passer pour une femme, ou au contraire, ça peut être un jeune qui se fait passer pour un vieux qui se fait passer pour un jeune. Enfin, à la limite, on peut même imaginer, bon, c'est une expérience de pensée pour l'instant, parce que on imagine bien que les sites de rencontres ne vont pas mettre des logiciels d'intelligence artificielle super perfectionnés, mais enfin, on pourrait très bien s'imaginer que ce soit un logiciel qui vous réponde. C'est intéressant. Alors ça correspond à un logiciel qui avait été créé au tout début de l'intelligence artificielle, qui s'appelait ELISA, je ne sais pas si vous connaissez, où il s'agissait de mimer un ordinateur qui mimait un entretien avec un thérapeute. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens savaient que c'était un logiciel, mais
marchaient quand même dans le jeu et s'investissaient dans le dialogue avec l'ordinateur, tout en sachant que c'était pour du faux. Et un petit peu, ce qui se passe sur un site de rencontre, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous vous investissez sans avoir aucune espèce de garantie, ni sur la réalité de votre interlocuteur, ni sur sa conformité aux informations qu'il donne sur lui-même. Et donc, on est en quelque sorte condamné à la mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'en même temps que vous communiquez, par la bande, en quelque sorte, de manière oblique, de manière indirecte, vous allez chercher à glaner des informations, vous allez chercher à vérifier que... Et donc vous avez une communication qui se fait en quelque sorte en même temps, qui est une communication, disons, pour faire un peu pédant, une méta-communication, où vous allez chercher à vérifier, faire se recouper, vous allez essayer de le piéger, en quelque sorte, votre interlocuteur, pour finalement vérifier si ce qu'il dit est exact. Et donc c'est une espèce d'extraordinaire partie de cache-cache. Alors on va dire, oui, mais alors, bon, dans un premier temps, ça se fait par l'écrit. Et là aussi, on voit la puissance extraordinaire. Alors, vous le savez, hein, par exemple, les messages véhiculés par la pub, ça repose sur des pouvoirs extraordinaires, des mots, du langage, de déclencher tout un tas d'affects. Dans le domaine amoureux, le langage, le pur langage écrit, parce que ça aussi, c'est tout à fait singulier. On commence par... C'est l'écrit qui vient en premier, alors que d'habitude, on rencontre quelqu'un... On commence plutôt par lui parler. Donc c'est l'écrit qui vient en premier, ce qui change les choses. Et l'écrit a un pouvoir extraordinairement fort. Il suffit quelquefois d'un mot pour déclencher un désir, ou au contraire d'un mot malvenu pour absolument stopper un désir. Bon, donc ça c'est extrêmement puissant. Ensuite, vous avez, après il y a les photos. Alors si quelqu'un est assez fort, et même si c'est un homme qui se fait passer par une femme, on ne va pas forcément le piéger à travers les messages écrits. Alors, après il y a les photos. Donc les photos, ça semble plus fidèle, mais en réalité c'est complètement trompeur, puisque les photos peuvent absolument être truquées, d'ailleurs elles sont toujours truquées. C'est toujours des très bonnes photos qui datent absolument il y a 10 ans. Alors quelquefois vous rencontrez 3 photos sur un profil, et puis il y en a une qui est rousse, blonde, l'autre blonde et l'autre brune, vous vous demandez comment c'est possible, bon, etc. Alors, de toute façon, par situation, par définition, tout le monde va en quelque sorte chercher à améliorer l'image de soi, à faire ce que Lardolier appelle le lifting, pratiquer ce qu'il appelle le lifting identitaire. Alors, le paradoxe, c'est que, ce faisant, on se dépersonnalise, c'est-à-dire on s'éloigne de soi-même. Et c'est toujours ce mouvement d'aller et retour. Il y a des dispositifs qui font qu'on se rapproche en quelque sorte de l'intimité d'autrui, il y en a d'autres qui nous éloignent définitivement de cette intimité. Parce que si vous devez, enfin le raisonnement est simple, si on a besoin de tricher pour qu'on nous aime, on pourrait dire naïvement, mais alors quel est l'intérêt? Et ça, c'est le paradoxe de la femme fardée chez Adam Smith. Alors, je suppose que vous avez déjà entendu parler d'Adam Smith, mais peut-être pas comme un éminent philosophe. Et il y a un texte de Adam Smith dans lequel il explique ce que j'appelle le paradoxe de la femme fardée. Et qui explique justement ça. Quel intérêt d'avoir des hommages, d'avoir des félicitations, ou des marques d'intérêt, parce qu'on s'est fardé. Alors, Adam Smith, dans l'ouvrage de philosophie morale, qui n'est pas la richesse des nations, mais l'autre, le premier ouvrage grand ouvrage de philosophie qu'il a écrit, qui s'appelle Théorie des sentiments moraux, eh bien, il écrit « On pourrait penser qu'une femme qui se farde ne puisse retirer que peu de vanité des compliments qui lui auraient été faits. Il devrait plutôt lui rappeler, donc ces compliments qu'on fait à une femme maquillée, ces compliments devraient plutôt lui rappeler les sentiments que son teint naturel, sans maquillage, exciterait, et le contraste devrait la mortifier d'autant plus. » Alors, comment se fait-il qu'on on trouve une satisfaction à susciter l'intérêt alors même qu'on n'est plus sourd? Là, on rentre dans une autre problématique, mais je ne vais pas la développer, rassurez-vous, qui est l'élément virtuel. Si ces expériences de jeu avec sa propre identité sont très révélateurs de quelque chose qui existe indépendamment des sites de rencontre et des ordinateurs, à savoir qu'il existe un élément, une composante, un ingrédient virtuel dans le moi, dans l'identité de chacun. Ne serait-ce, d'ailleurs Adam Smith explique ça admirablement, que vous intériorisez l'image que les autres ont de vous.
c'est pas possible d'être soi sans faire cette intériorisation, ce jeu de miroir, ce jeu spéculaire. Et ça, le site de rencontre révèle ce mécanisme au point que on peut avoir deux interprétations. On peut dire, ah oui, mais un homme qui se fait passer par une femme, ah, il triche, il ment. Ah oui, mais on peut dire, peut-être qu'il... Justement, c'est une espèce de terrain de jeu, un terrain d'expérimentation innocent qui révèle que, oh tiens, il y a une petite composante féminine, finalement, dans son identité. C'est pas forcément un mensonge, absolument. Alors, tout ça nous conduit donc à des questions morales. Troisième point, dernier point de mon exposé. Parce que, est-ce qu'il y a une limite, quoi? Où est la limite? Que ce soit le jeu avec soi, ou dans le jeu avec soi, ou dans le jeu avec autrui. Alors bon, la première question, j'ai développé dans le bouquin, mais là je ne vais pas le développer, c'est la question du mensonge. On peut vraiment closer à l'infini, tomber dans une espèce de ce qu'on appelle la casuistique, hein, c'est-à-dire le cas par cas, analyse avec toutes les circonstances possibles et imaginables. On peut... Est-ce que, lorsque je dis que j'ai 40 ans, lorsque j'en ai 45, lorsque je mets une photo qui date de 10 ans, est-ce que je suis pris en flagrant délit de mensonge? Je ne vais pas parler de la part obscure qui serait chacun de nous. Mais enfin, on peut trouver des arguments pour et contre, parce qu'à ce moment-là, on peut même aller très loin. On peut dire, bon, mais de toute façon, si je suis quelqu'un qui paraît plus jeune que son âge, parce que ça, j'ai lu ça aussi, alors finalement, si je dis, puisque de toute façon, je suis obligé de me présenter par le biais d'un questionnaire et d'un profil. Alors, au fond, si j'ai 50 ans, 54 ans, et que je dis que j'en parais 45, si je dis que j'ai 45, mais que c'est pas vraiment un mensonge, parce que si les autres disent que je parais 45 ans, alors je mets que j'ai 45 ans. Est-ce que c'est vraiment un mensonge? Au contraire, c'est une façon de donner à autrui une vraie image de ce que je suis vraiment. Enfin, on peut gloser à l'infini pour savoir s'il y a mensonge ou pas. C'est tout à fait fascinant parce que ça vient un peu exploser, faire exploser la notion même de mensonge, qui est extraordinairement difficile à définir. Encore plus sur les sites de rencontres. Et d'autant plus que les autres savent que je mens. Mais si les autres ils savent que je mens, donc c'est pas vraiment un mensonge. Alors là, c'est vraiment la preuve de l'adage regretté Dr House. Tout le monde ment, et en tout cas tout le monde ment sur Internet, ça c'est sûr. Alors, la seule question que je vais encore évoquer, justement du point de vue de cette espèce d'explosion des catégories morales traditionnelles, c'est la question de l'adultère. Alors non pas au sens où il y a de plus en plus de sites, il y a des sites spécialisés dans la fabrication industrielle d'adultère, comme adultère.com, femmeadultère.com, airadulte, etc., etc. Bon, ça c'est des adultères réels, au sens habituel du terme, aucun intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les adultères virtuels. Est-ce qu'on peut tromper son conjoint virtuellement, c'est-à-dire en entretenant une relation continue, mais uniquement virtuelle, sans rencontre physique, à distance. Et ce n'est pas un cas totalement tordu qui germe comme ça spontanément dans l'esprit d'un philosophe fatigué. Non, c'est une réalité historique. Puisque en 1996, au siècle dernier, un citoyen du New Jersey qui s'appelait John Godan, ayant découvert que son épouse, qui s'appelait Diane, entretenait une correspondance sur America Online avec un militaire, c'était pas les sites de rencontre, c'était la préhistoire des sites de rencontre, avec un militaire de Caroline du Nord. Bon, alors donc ce monsieur a demandé le divorce pour faute. Alors, il n'a pas obtenu, parce qu'il a dit non, mais il n'y a pas eu de consommation. Mais n'empêche qu'il y avait une matière à être un peu contrarié, ce monsieur. Et d'ailleurs, même dans les épisodes de Dr House, où il y a ce problème qui est évoqué. Alors, donc ça, c'est vraiment une bonne question pour les profs de philo pour que ça a travaillé. Est-ce qu'il y a adultère ou est-ce qu'il n'y a pas adultère? Évidemment, la réponse n'est pas... L'intérêt, c'est pas de répondre oui ou non, c'est tous les arguments possibles et imaginables qu'on peut développer pour, pro et contre. Alors,
Donc, petit exercice de philosophie morale appliquée à la question de l'adultère. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la notion d'adultère n'est pas simple à définir. Elle a varié beaucoup, la définition de l'adultère a varié beaucoup au cours de l'histoire, au point que, si on en croit certains pères de l'Église, il pouvait y avoir adultère au sein d'un couple marié entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de tierce personne, mais il peut y avoir adultère. Alors je vous laisse rechercher pourquoi. Dans quelles conditions? Dans le cadre, alors maintenant, on va dire, cadre moral un peu rigoriste. Alors, si on est un peu rigoureux, point de vue moral, on va dire, mais dans le fond, c'est l'intention qui compte. Donc, qui consommation charnelle ou pas, ça ne change rien. Une femme qui entretient une relation avec des propos amoureux, qui parle de désir, enfin des choses abominables comme ça, avec un homme qui n'est pas son mari, elle a une mauvaise intention. Le mal est en elle. Et donc, elle est condamnable. Même s'il n'y a pas de rencontre physique, même s'il n'y a pas consommation, s'il n'y a pas passage à l'acte, etc. Donc, il y a vraiment adultère. Le problème, c'est que si on applique cette définition d'adultère, alors, grand Dieu, je ne sais pas, on est tous évidemment adultère. Parce que s'il suffit d'avoir une concupiscence, un sentiment de désir pour un homme, pour une femme qui n'est pas son épouse, et symétriquement pour une épouse qui aurait un désir, une concupiscence, une mauvaise pensée à l'égard d'un homme qui n'est pas son mari, alors c'est évident que la définition explose parce qu'elle devient complètement universelle et c'est évident que tout le monde, absolument tout le monde, a déjà commis des adultères. Il suffit d'y penser. Donc, vous voyez, là, on va dire, non, c'est pas possible d'avoir cette analyse rigoriste. Où c'est l'intention qui fait le péché. Alors, on va basculer, on va prendre l'autre analyse possible dans le domaine de la philosophie morale, le conséquentialisme, c'est-à-dire que quelque chose est mauvais en fonction de ses conséquences, ou bon en fonction de ses conséquences. Il y a aussi philosophie utilitariste, interprétation utilitariste. Alors là, on pourrait dire, ben non, du coup, là c'est complètement innocent. Parce que, je prends l'exemple de Jung, je ne vais pas citer beaucoup de philosophes, par Adam Smith. Alors, Jung fait une réflexion intéressante, le grand philosophe moral, Jung, il dit, bah, finalement, la gravité des vices est fonction de leur nocivité sociale. Donc, il faut donc différencier parmi les vices ceux qui entraînent des dommages réels et ceux qui n'en entraînent pas. Il prend justement l'exemple de l'adultère. Il dit, ben, finalement, un adultère, c'est moins grave socialement, ça engendre des conséquences moins graves que, par exemple, l'ivrognerie. Parce que l'ivrognerie, c'est vraiment de la force de production. Moi, c'est une déperdition. Tandis qu'un homme adultère, il peut être un bon travailleur, par ailleurs. Donc, il donne son écho à la société, il contribue, et par conséquent, sa faute est moins grave. Alors, il va plus loin, il dit, ben, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être adultère? Pourquoi est-ce qu'il faut être chaste? Alors d'abord, c'est surtout une histoire de femmes, c'est des femmes qui doivent être chastes, parce que les hommes, c'est beaucoup moins important. Et ça correspond bien à la définition légale de l'adultère, qui, à un certain moment, pendant longtemps, n'a concerné que les femmes. Alors, les femmes doivent être chastes. Pourquoi? Ben, pour une raison très pratique, c'est qu'il faut que leurs époux puissent être sûrs que leurs enfants sont bien les leurs. C'est-à-dire une espèce de stabilité, de confiance qui permet les héritages, etc. Bon, alors, le problème, c'est que du coup, on va dire, oui, mais d'accord. Mais donc, ça veut dire, si on applique cette idée, que les femmes qui doivent être chastes, c'est des femmes qui sont susceptibles d'avoir des enfants. Et ceux qui ne peuvent plus avoir des enfants, elles sont chastes. Ou ceux qui ne peuvent pas avoir des enfants, soit par des questions d'âge ou des questions d'impossibilité biologique, elles sont chastes pour rien. Ben oui, parce que Jung dit ben, le problème des règles morales comme ça, c'est que forcément ça devient tout de suite universel. Donc ça a une utilité sociale limitée, mais dans la formulation, il faut bien qu'on croie que c'est vraiment de la morale. Il faut bien, pour que ça soit de la morale, on ne peut pas dire ben, y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Il faut bien que ça soit universel. Et donc du tout, vous voyez, le problème des lois morales, selon Jung, c'est qu'elles ont toujours une portée supérieure à leur utilité. C'est pour ça qu'on est tous un peu malheureux. Alors, le champ d'application des interdits excède toujours leur domaine d'utilité.
Bon, alors de ce point de vue-là, si on posait à Youb la question, est-ce qu'une femme qui trompe, entre guillemets, son mari sur Internet, est-ce que c'est grave, docteur? C'est complètement innocent, puisqu'elle ne risque pas de tomber enceinte. Et donc, il n'y a aucun problème. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a même pas de faute, parce qu'il n'y a pas de dommage social. Bon, ça c'était la deuxième partie de la dissertation. Alors là, la troisième partie, attendez, on va pas... Oui, mais quand même, si on se place dans le cas maintenant d'un couple dans lequel un des conjoints entretiendrait sur un site de rencontre une relation suivie avec une tierce personne, homme ou femme d'ailleurs, ça n'a strictement aucune importance, alors on pourrait dire, oui mais attendez, vous dites qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de dommage physique, il n'y a pas d'acte, mais il peut quand même y avoir des dommages psychologiques. Et alors là, on tombe dans un cercle de fou, parce que supposons une femme qui a son mari qui a une relation continue sur Internet. Où est le dommage? Est-ce qu'on peut définir objectivement le dommage? Bien sûr que non. Et ça, je me réfère à une philosophe américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui a étudié ces questions-là et qui a notamment donc interrogé des femmes qui avaient été dans cette situation. Et alors, ça varie du tout au tout. Il y a des femmes pour qui, là, je prends l'exemple des femmes parce que je suis cette enquête, hein. Ce serait pareil symétriquement. Alors, ça varie du tout au tout. Pour certaines femmes, alors, c'est un sentiment de trahison pire que si c'était un adultère banal, ordinaire, courant. Et on comprend pourquoi, c'est très logique. Parce qu'on peut se dire, ah oui, mais, hein, c'est ce que disent parfois, ce qu'on dit parfois, oui, mais, bon, il y a l'attrait, voilà, le mouvement irrépressible de la chair, ça c'est quand il y a une présence physique, mais, et donc ça peut être une sorte de circonstance atténuante, alors que là, il n'y a pas ça, justement. Donc c'est plus grave. Si votre mari vous trompe virtuellement, on ne peut pas me dire c'est parce ça a été plus fort que lui, il a été tenté. Non, puisqu'il n'y a pas la présence des corps. Donc, je comprends le point de vue de cette dame qui dit, mais moi j'ai le sentiment d'avoir une trahison et d'une souffrance pire. À l'extrême inverse, vous en avez une autre qui dit, oh, non, bah, c'est comme si il lisait un livre, hein, c'est rien dit. Ça lui faisait ni chaud ni froid. Donc vous comprenez qu'il n'est pas possible objectivement de définir un dommage psychologique, puisque ça dépend, en quelque sorte, de la victime. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas tenir compte des dommages psychologiques. Alors pour conclure, donc, moi ma position, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans les sites de rencontres qui incitent les adeptes, les internautes, à jouer, se comporter un peu comme des joueurs, à adopter une posture un peu ludique sur les sites de rencontres. Et dans ce cas-là, si on est dans l'univers du jeu, on pourrait dire qu'en effet, il n'y a pas de faute morale, parce qu'il y a des règles qui sont bien définies, même si au poker, vous gagnez contre un adversaire et vous lui infligez une perte de 50 000 euros sur une donne, on ne peut pas vous accuser, puisque de toute façon, il connaissait les règles. Et, bon, lui, évidemment, il a une grande souffrance, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de culpabilité au regard de ses souffrances. Par contre, sur les sites de rencontres, ça ne se passe pas comme ça. Et tout le problème, c'est l'interface entre réel et virtuel. C'est-à-dire entre une attitude ludique et des gens qui prennent ça très au sérieux. À partir de ce moment-là, on ne peut pas ignorer un certain nombre de limites et de règles morales, et par conséquent, on est obligé de... Il ne peut pas y avoir... Comment dire? Il faut... L'ambiguïté du virtuel, justement, c'est qu'il n'y a pas de limite tranchée, il n'y a pas de limite assignable entre l'attitude ludique et l'attitude sérieuse. C'est bien ça qui fait l'intérêt de la chose. Parce que si tout le monde prenait ça comme un jeu, ça n'aurait en quelque sorte plus d'intérêt. Alors, la particularité des sites de rencontres, c'est que certains internautes vont considérer ça comme un jeu, alors que dans le même temps, d'autres considèrent que c'est la chose la plus importante de leur vie. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas ne pas mettre, en quelque sorte, la question de la responsabilité morale en avant. Et donc, il y a finalement une espèce un retour, en quelque sorte, de la réalité qui vient à partir du moment où, justement, on se pose la question de la responsabilité morale.
Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, c'est bon le son? Oui. Je voulais vous demander, vous pensez que les dommages pour soi-même, ils peuvent être de quelle nature? Enfin, je veux dire, à force, si on va trop loin dans la virtualité, on peut devenir fou soi-même, schizophrène, je sais pas. Enfin, finalement, c'est dangereux, ça peut être dangereux pour les autres si on est dommages, etc. Mais peut-être pour soi-même aussi, si on s'illusionne trop. Si on finit par croire à ce qu'on... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des symptômes. Ça marche, hein? Oui, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des symptômes évidents. Hein, c'est une activité extrêmement addictive. Donc, ça doit être du même ordre, le risque du même ordre que la passion des jeux vidéo. C'est pour ça que je fais un peu la comparaison avec les jeux. Maintenant, le fait qu'il y ait jeu avec son identité, tout dépend en quelque sorte de la confiance que vous avez en vous-même et de votre stabilité psychologique. Parce que dans ce cas-là, si vous avez, vous, une espèce de stabilité, va vous permettre d'aller assez loin dans le jeu avec votre identité. Parce que c'est quand même une expérience tout à fait singulière. Vous imaginez, là, vous dites, bah, tiens, il n'y a rien qui m'empêche de créer un profil. Bon, moi, je suis un homme, bah, je vais créer un profil de Diane, je ne sais pas qui. Effectivement, je vais jouer à ça. Et donc, je vais me faire passer pour une femme, puis je vais entretenir. Ça peut aller extrêmement loin. Mais alors, le problème, c'est que si vous avez une espèce de solidité psychologique, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez pour vous-même. Il n'y a aucun risque, puisque vous faites bien la démarcation entre votre personnage. C'est comme si vous preniez, à la limite, c'est vrai, c'est comme si vous preniez un crayon, un papier, et puis vous écrivez, voilà, je m'appelle Diane. C'est exactement comme un roman, c'est pareil. Alors pourquoi écrire un roman, ça serait dangereux? Si. Bon, maintenant, la responsabilité que vous prenez, c'est d'abord quand même, dans ce cas-là, vous avez d'autres trucs. Si on était sûr que les autres prennent ça comme un jeu, c'est pas grave. Je m'appelle Diane, j'ai 35 ans, j'ai des cheveux blonds. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on sait que autrui sait que c'est un jeu. Il rentre dans un jeu. Mais comme justement tout l'intérêt des sites de rencontre, c'est que certains vont prendre ça très au sérieux et vont vraiment s'investir, etc. Alors là, moi je dis, on n'a pas le droit. Même, on n'a tout simplement pas le droit de le faire. Parce que vis-à-vis d'autrui, alors peut-être que ça n'a pas d'importance, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ça soit grave. Peut-être que ça n'aura aucune incidence, mais peut-être que ça en aura. On va tromper quelqu'un, peut-être on va lui faire croire des choses qui va engendrer une grande déception. Donc tout simplement, on n'a pas le droit de le faire. Mais je crois que dans ce cas-là, le risque, il est quand même la responsabilité, d'abord quand même vis-à-vis d'autres. Après, après, il y a d'autres façons de jouer avec sa propre identité. On peut se travestir, marcher dans la rue avec des hauts talons. Enfin, mais ça, c'est des comportements qui existent indépendamment des sites de rencontre, de toute façon. Simplement, le site de rencontre permet de faire ça beaucoup plus innocemment, beaucoup plus facilement, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de créer un profil que de réellement se balader en haut talon. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Bonsoir. Je m'appelle Oriane, je suis étudiante ici en première année de master grande école. Je vais revenir sur ce que vous aviez dit quant à la présentation de l'être humain comme marchandise sur le site, particulièrement pour les femmes. Est-ce que le fait de présenter la femme comme marchandise que l'on peut acquérir comme objet va pas un peu à contre-courant et à l'encontre de tous les combats menés par les féministes
et du coup dégrade l'image que peut avoir la femme dans la société, notamment au sein du couple. Donc en fait, est-ce que le fait que les femmes soient présentes comme objets sur ces sites ne peut pas inciter les hommes à nouveau les maltraiter, les tromper, les traiter comme... les pousser à la polygamie, tout ça, un vrai recul des valeurs. Il faudrait demander à des féministes. J'imagine bien qu'elles ne doivent pas être très favorables aux sites de rencontres. Et là aussi, c'est peut-être une limite, parce qu'on a l'impression que les règles du jeu sont différentes sur les sites de rencontres, mais on voit bien qu'elles ne sont pas forcément si différentes que ça. Et là, l'exemple de Adopte un mec est quand même extraordinaire. Le fait qu'ils inversent dans leur communication, ils inversent les rôles, en disant, voilà, moi je suis une femme qui fait son marché, qui va mettre des hommes objets. On va dire, ça veut dire que c'est des gentils, ça veut dire eux au moins ils respectent la femme. C'est pas si simple que ça. Donc ça ne veut pas dire que sur Adopte un mec ou sur les autres sites, les femmes ne soient pas réellement considérées comme des objets. Alors le problème, c'est que ce n'est pas les sites qui créent ça naturellement. Parce que les femmes soient considérées comme des objets, que les femmes soient en permanence soumises à, justement, le fait de coller à une espèce de standard d'image de séduction. Enfin, on voit bien les ravages, par exemple, au niveau de la taille, du poids, de l'anorexie, etc. Bon, c'est vieux comme le monde. Hein. Je veux dire, dès l'instant où vous avez le maquillage, l'existence même du maquillage veut dire que, voilà, les femmes doivent, de toute façon, c'est un impératif social, pour être séduisante, il faut qu'elles se déguisent en objet. Alors, disons que c'est pas les sites qui créent ça. Moi, je pense pas que ça accentue. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, ça n'inverse pas du tout les rôles. Et c'est vrai que il y a sans doute beaucoup plus. Et c'est le marché qui fait ça, comment dire. C'est la loi de l'offre et la demande. Alors, excusez-moi, je vais tenir des propos un peu triviaux, mais il me semble que au-delà d'un certain âge, c'est la démographie qui fait ça. La démographie. Et donc, au-delà d'un certain âge, c'est certain qu'il y a plus d'offres féminines que de demandes masculines. Alors du coup, voilà. Ça, c'est les lois de... Excusez-moi, hein, là, vous faites des études de marketing, mais le caractère... c'est la sorte de conséquence de la loi de l'offre et de la demande, qui donne effectivement beaucoup plus, je pense que... Enfin, il me semble, après ma modeste expérience, que les femmes, sans doute, du fait de la démographie, du fait que, alors aussi des comportements qui font qu'un homme marié à 50 ans, enfin, il a plaqué sa femme pour un oui, pour un non, pour se mettre en ménage avec sa secrétaire, enfin, c'est tout. Bon, alors forcément, vous avez plus de femmes qui, au-delà d'un certain âge, attendent des choses sérieuses d'Internet ou des sites de rencontres que d'hommes. Où il doit y avoir, je ne sais pas, au moins 40% d'hommes qui sont mariés, qui se disent célibataires. Peut-être la demande principale, c'est d'un autre ordre, de l'aventure, etc. Mais ça, c'est pas, de toute façon, c'est pas les sites de rencontres, à mon avis. Ça rend visible la chose. Mais c'est pas les sites qu'il faut accuser, à mon avis. Hein, mais bon. Excusez-moi, mais dans la mesure où c'est payant pour les profils masculins et non féminins, si par exemple Midi Adopte un mec, prenons l'exemple que c'est gratuit, quel que soit le sexe de la personne, D'accord. Mademoiselle, voilà, c'est payant pour les hommes et gratuit pour les femmes. Je constate que ça fait longtemps que vous n'avez pas connecté sur Midi. Parce que ça, c'était la règle, je crois, au tout début. Mais... C'est ça, donc ils étaient conscients que finalement, du coup, ça faisait une... C'est comme en boîte de nuit. En boîte de nuit, il y a des boîtes de nuit où les filles ne payent pas. Enfin, mais maintenant, non, mais là, ils ont été obligés de gommer ça. Donc maintenant, les femmes payent comme les autres. Oui, moi, je voudrais poser une question. Sujet que vous n'avez pas abordé. Moi, je suis très étonnée de voir que ces sites de rencontres, il est très utilisé par les jeunes. Et les jeunes qui ont tout ce qu'il faut pour, je dirais, trouver un conjoint, de trouver la personne qui convient. Ils utilisent leur site et effectivement, ils rencontrent réellement quelqu'un et il y en a même qui vont jusqu'à se marier ou rentrer
Donc c'est quand même un phénomène, moi ce qui me frappe, c'est vraiment un phénomène, je ne parle donc pas des personnes qui, à 50 ans, pourraient avoir du mal à trouver quelqu'un de ça. Moi je parle vraiment de la jeunesse qui, naturellement, devrait trouver quelqu'un au bout et qui passe par ces sites pour trouver et faire des rencontres réelles, qui passent du virtuel au réel. Et il y en a énormément. Et je trouve que c'est un nouveau phénomène de société. Je voudrais savoir comment vous l'expliquez. Pourquoi les jeunes ont ce besoin de passer par des sites de rencontres, alors que, je dirais, naturellement, ils ont l'occasion d'en rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je pense qu'il y a ça a été étudié par les sociologues. C'est un peu dans le prolongement de l'apprentissage social qui peut se faire pour des adolescents au travers des réseaux sociaux, où c'est plus facile, finalement, de communiquer en restant de certaine façon à distance. Et puis, il ne faut pas oublier cette histoire du corps. C'est une banalité. Les adolescents ne sont pas forcément très à l'aise avec le corps peut être un obstacle à la communication. Et donc, c'est sans doute plus facile parce qu'il y a justement une espèce de... Il n'y a pas ces obstacles. Pour des gens qui sont timides, c'est évident que c'est plus facile de communiquer sur un site de rencontre que dans le présentiel. Et donc, nous, qui ne sommes plus des adolescents, alors on a une vision quand même un peu idéale, finalement, de l'adolescent comme étant séduisant, beau, etc. La réalité est complètement différente. Hein. Comme disait Lisan, enfin, il n'y a pas de pire âge que 20 ans. On ne permettra à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie. Non, ça c'est une image fausse. Donc, je pense que pour des jeunes adultes ou des adolescents, finalement, c'est aussi, compte tenu de l'obstacle du corps, un sens aussi d'expérience, ça peut être une phase d'apprentissage, parce que, voilà, c'est une façon ou une consolation, enfin, ça peut être une espèce d'objet intermédiaire, un terrain où on s'essaye à l'exercice de la séduction. On apprend à... Donc, moi, ça... Finalement, ça ne me semble pas si surprenant qu'il y ait autant de jeunes que de vieux. Enfin, moi, parce que je pense que, finalement, ça... Non, c'est a posteriori qu'on imagine que c'est très facile de faire des rencontres quand on a 15 ou 20 ans. En réalité, c'est pas plus facile. C'est peut-être plus facile après, d'ailleurs, parce qu'on a justement tout un apprentissage, une espèce de savoir-faire qui s'est accumulé. Mais non, finalement, moi, ça me surprend pas. De toute façon, c'est dans le prolongement. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font par l'intermédiaire d'Internet. Alors, l'apprentissage social se fait aussi comme ça. Donc, pourquoi pas l'apprentissage des relations amoureuses. De toute façon, pour moi, il y a de la virtualité dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Alors ensuite, que ça passe par Internet, sert de révélateur, mais ne change pas fondamentalement la nature des choses. En fait, il y a forcément une phase d'idéalisation quand on est amoureux. On ne peut pas, sinon, c'est ce que je disais avec l'histoire de la virtualité qui nous rend heureux, parce que si on voyait vraiment les choses telles qu'elles sont, c'est pas sûr qu'on ne tomberait jamais amoureux dans sa vie. Et il y a forcément une phase d'idéalisation. Et je pense qu'on en a tous fait l'expérience, on a été amoureux une fois dans sa vie. Alors c'est certain que Internet favorise cette phase-là, l'encourage, l'entretient, mais c'est pas Internet qui crée l'élément virtuel de la relation amoureuse. Enfin, à mon avis. Donc il y a une espèce de consonance. Et je vous dis, même dans la littérature, c'est impensif, c'est une banalité d'avoir des cas où on tombe justement plus facilement et plus fou amoureux à distance. Même dans la princesse de Clèves, c'est comme ça, si mes souvenirs sont exacts, la princesse de Clèves, dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps, elle tombe amoureuse du duc sans jamais l'avoir rencontré au départ. Elle tombe amoureuse avant de le voir. Et comment voulez-vous tomber amoureux
Si on voit les choses, si on avait le pouvoir de voir les gens tels qu'ils sont, Excusez-moi. Oui, bonjour. Je voudrais revenir donc sur le fait, quand vous avez parlé en fait des sites de rencontres et du paradoxe qu'ils font naître par rapport à l'expérience d'autrui. Et je voulais savoir en fait, connaître votre opinion par rapport donc, aux abonnements donc, que les usagers peuvent payer pour pouvoir rentrer en relation. Et donc si aujourd'hui le fait que l'amour se monétise, ça n'enlève pas justement toute l'innocence dont la relation amoureuse se fait l'objet, parce que justement l'amour deviendrait capitalisme, il faudrait payer pour pouvoir rentrer en contact avec son âme sœur, plutôt que le rencontrer par un autre moyen. non, mais, si tu me permets d'être un peu provocateur, mais l'amour est déjà très très capitaliste. Oui, mais dans les relations amoureuses, l'argent intervient a posteriori en fait, de la naissance de la réelle relation, alors que là, il intervient. Enfin, c'est une vision un peu idéalisée. Bon, c'est certain de toute façon qu'il y a toujours au niveau des sites, il y a une forme de dualité, c'est pas le même esprit entre des sites gratuits et des sites payants. Après, vous avez une hiérarchie des sites payants, parce qu'il y a des sites qui délibérément sont chers, Attractive World par exemple, pour justement faire un effet d'élitisme. Il faut que les gens se retrouvent entre soi. Non, il existe des sites gratuits de ce point de vue-là. Mais c'est pas ça. Pour moi, l'important, c'est pas du tout que le site soit gratuit ou payant. C'est pas ça qui déclenche la logique libérale. Alors, capitalisme, libéral et capitalisme, c'est pas exactement la même chose pour moi, mais en tout cas, la logique libérale. Et la logique libérale, elle est absolument présente dans les relations amoureuses ordinaires. C'est toujours cette histoire de l'offre et la demande. Oui, enfin, là, ce qui me choquait un peu plus, ce qui m'étonnait, c'est justement que c'était que l'argent intervenait a priori d'une réelle rencontre. Mais dans les rencontres amoureuses, c'est réel, c'est un peu la même chose aussi. Il faut investir. Déjà, enfin, ou alors c'est pas. Mais ici, on investit. Il y a des gens qui achètent une nouvelle bagnole pour pouvoir être plus séduisant, ou un nouveau costume, ou que sais-je, ou le restaurant, ou des diamants, des bijoux. Enfin, que serait l'industrie des bijoux, les joailliers, si c'était gratuit l'amour, enfin. Bonsoir. Moi j'aurais une question qui concernerait la relation à autrui. Est-ce qu'on peut concevoir la relation autrui comme une aventure, c'est-à-dire parce qu'il n'y aurait pas on n'en connaîtrait pas la fin, et donc dans la vie de tous les jours elle se construit autour du partage ou de rapports de dons et de contre-dons comme les spitmos. Et donc du coup, dans la relation virtuelle, j'ai du mal à comprendre justement comment est-ce qu'on peut pérenniser une relation. Ah non, mais alors, non. Justement, comment la paix? La question n'était pas finie, peut-être. Oui, non, c'est bon, elle est posée. Non, justement, pour moi, ça doit être extrêmement difficile de passer de la phase de communication virtuelle à la phase réelle. Ça, c'est sûr que c'est pratiquement impossible. Parce que justement, forcément, on se fait une image de la personne à qui on parle, et forcément, cette image est extraordinairement éloignée de la personne, même dans son aspect physique immédiat. Donc, à mon avis, c'est très difficile, justement, c'est rare, sans doute, hein, il faut un peu de la chance, de franchir le cap de l'état virtuel. Mais moi je me suis intéressé uniquement à la phase virtuelle, où effectivement il y a cet esprit. Si vous voulez, dans la vie ordinaire, dans la vie courante, on a d'expériences d'autrui qu'avec un nombre incroyable de médiations, qui sont des codes sociaux extrêmement puissants, des cadres de référence, alors que là, il y a une espèce d'immédiateté du rapport à autrui. Et donc, c'est une espèce d'expérience, enfin, je ne vais pas exagérer, on va dire un peu une expérience, c'est de la philosophie appliquée pour moi. Parce que il n'y a pas d'autres situations, enfin, je ne vois pas d'autres situations où on pourrait être en communication avec quelqu'un qui soit aussi autre, finalement.
aussi lointain. Parce qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas cette espèce de rôle bizarre, hein, ambigu, que joue le corps dans la relation à autrui. C'est en quelque sorte mis entre parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien sûr. Si on n'avait pas de corps, on ne se mettrait pas sur des sites de rencontres. Mais le corps ne joue pas ce rôle très ambigu qu'il joue quand on... Parce que, je sais pas, je crois que c'est pas la peine que je développe, c'est évident que le corps, à la fois, c'est ce qui va attirer, parce que de toute façon, dans la vie réelle, si on est attiré par quelqu'un, c'est pour des raisons corporelles, biologiques, des molécules, c'est évident, des messages biologiques. Bon, là, il n'y a pas de message biologique, donc ce paramètre-là, il est écarté, parce qu'il peut jouer, encore une fois, dans un sens positif ou négatif. À la fois, c'est ce qui peut attirer et susciter une communication, et en même temps, c'est ce qui va faire obstacle à la communication, parce que si vous tombez amoureux du corps de quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous tombez amoureux de ce quelqu'un. Tandis que là, sur Internet, les corps sont mis entre parenthèses, au moins dans le premier temps. Alors justement, le moment où les corps reviennent dans le jeu, là, c'est très très dur à vivre, à supporter. Ben oui, mais dans la phase antérieure, il y a une espèce de situation, à mon avis, enfin, je ne vois pas d'autres situations où on pourrait réellement communiquer avec autrui de manière aussi spontanée, parce qu'il n'y a pas les corps et il n'y a pas les codes sociaux non plus. Parce que de toute façon, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, c'est très cash. Il n'y a pas enfin, on est, comment dire, on s'auto-censure en permanence dans la communication avec autrui normale. On ne dit pas aux gens, on dit pas aux gens ce qu'on pense réellement. Positif ou négatif d'ailleurs. On est bien élevé. Donc du coup, ça n'existe plus. Ces codes de politesse, de bienséance, ça n'existe plus. Donc on a le droit de dire cash ce qui nous vient à l'esprit. Il n'y a pas d'autres, il y a peu d'autres situations dans la vie réelle où on est. Alors maintenant, moi j'ai pris ça, attendez, il ne faut pas oublier, il ne faut pas en tirer des conséquences concrètes de tout ce que je raconte. Hein. C'est de la réflexion philosophique. Hein. Ce qui m'intéressait là, c'était le fait que ça soit une espèce de cas concret où les ingrédients de ce qu'on appelle traditionnellement le problème d'autrui, ces ingrédients sont bien palpables, sont bien compréhensibles, sont bien concrets. Moi, c'est ça. Après, il ne faut pas en tirer des conséquences concrètes. Et vous précipiter sur Mythique en envoyant des messages, en disant tout ce qui vous passe par la tête. Je ne vais pas dire de faire ça non plus. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour tout l'éclairage que vous avez apporté sur le sujet. Je voulais simplement revenir sur l'introduction de Fares. Je la trouvais assez éloquente, puisque je pense qu'elle traduit un peu le regard qu'on porte sur les sites de rencontres aujourd'hui, à savoir une image assez négative, où il n'y aurait pas d'intermédiaire finalement entre un Dominique Strauss-Kahn un peu obsédé et entre une figure un peu, on va dire, Madame Bovary qui croit au prince charmant, qui se trouve, ou la princesse charmante qui se trouve vraiment au fin fond du monde. La question que je voulais vous poser, c'est comment vous expliquez que l'image des sites de rencontres est très négative, alors que paradoxalement, il y a une demande qui croît, notamment avec la multiplication de beaucoup de sites divers et variés, qui va de la simple rencontre d'un soir à la relation très sérieuse. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième qui est un peu liée, et là je m'adresse aux philosophes, je veux savoir quel regard vous portez sur l'évolution de ces sites, et quel jugement moral vous apportez sur cette évolution. Mais moi, je ne suis pas sûr que l'image elle soit si négative, parce que... Bon, bien sûr, attendez, c'est pas parce que les gens disent « Oh là là, c'est nul », qu'au fond, ils n'ont pas une image positive. Il faut juger les gens sur leurs actes, pas sur leur discours. Alors, quand on voit la proportion, justement, comme on disait, de tous les âges, de gens qui s'inscrivent sur les sites, si vous pensez que quelque chose est vraiment négatif, vous n'allez pas vous inscrire dessus. Alors, donc je ne suis pas sûr. Alors, bien sûr, c'est certain que le discours politiquement, je ne sais pas, philosophiquement correct, moralement correct, c'est de dire oh là là, c'est des lieux de perdition, c'est abominable. Ça, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, ça se voit aussi dans les annonces. Vous avez beaucoup de gens qui disent ah ben voilà, c'est parce que j'ai un ami qui m'a dit de m'inscrire. Alors pour faire plaisir à cet ami, je me suis inscrit. Là, c'est la mauvaise foi. Là, vous comprenez. Donc, je pense qu'il y a
des enquêtes qui ont été menées, enfin, Catherine Lojac m'avait dit ça, je me souviens plus, je crois que c'est à Paris, alors ça doit dépendre beaucoup, hein, des zones, mais non, je crois qu'il y a une enquête qui avait été faite à Paris où il en ressortait que la plupart des gens considéraient que, bon, il fallait peut-être pas en attendre grand-chose, mais c'était pas une espèce de lieu de perdition, quand même. Enfin, il y avait socialement une image quand même meilleure, parce que, par exemple, le fait aussi qu'il y ait, voilà, il y a de la pub, de plus en plus de pubs, de pubs télévisuelles, avec des petits messages humoristiques, donc tout ça lisse complètement l'image des sites. Moi, je ne suis pas sûr que les gens réellement aient une image aussi négative que ça. Maintenant, ce qui est sûr, il y a le problème de la défiance. Parce que le grand problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie possible, hein, de conformité. Les sites ne s'engagent pas à vérifier toutes les informations, bien sûr que non. Donc ils se définissent, d'ailleurs c'est marrant, dans les CGU, les conditions générales d'utilisation, les sites se définissent comme des activités de loisirs. Ils disent bien que ce n'est pas comme une agence patrimoniale qui va vérifier les informations. Alors bien sûr, il y a cette défiance générale qui fait que de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est une image très négative. Mais maintenant, est-ce que c'est négatif au sens c'est un endroit malsain, suspect, etc. J'en suis pas complètement sûr. Parce que sinon, les gens ne s'inscriraient pas. Or, il y en a quand même beaucoup. Hein. Enfin, là aussi, il y avait des études qui ont été faites. Alors, bien sûr, c'est pour des motivations... Quelquefois, c'est juste le jeu, la curiosité. Mais enfin, si c'est un lieu considéré comme un lieu de perdition vraiment négatif, abominable, dangereux, où on serait contaminé, on ne s'inscrirait pas quand même. Donc je ne suis pas sûr que l'image soit négative. De toute façon, il est vraisemblable que l'image va se banaliser, parce que de plus en plus aussi, on va avoir des gens autour de nous qui se sont rencontrés sur Mythique. Alors, ils ne vont pas forcément le dire. C'est dans votre entourage, peut-être que vous avez des gens qui se sont rencontrés sur un site de rencontre. Non, mais ce qui frappe, c'est que c'est quand même quelque chose qui est quand même vraiment tabou. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne met pas vraiment en avant, quoi. On ne s'en rend pas qu'on a rencontré quelqu'un sur un site de rencontre ou qu'on y est déjà allé, même par curiosité, quoi. Ouais, enfin, on verra. Moi, j'ai le sentiment que cet élément sulfureux là va vraiment s'estomper. Alors après, pour le deuxième question, justement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une espèce de spécialisation des sites qui vont se fixer sur une communauté, notamment des communautés religieuses. Hein. Vous avez des sites spécifiques, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, etc. Mektoub.com, je crois. Et donc, bon, alors évidemment, là, c'est beaucoup plus facile, parce que, de toute façon, c'est un moyen de générer déjà une espèce de confiance a priori, hein, puisque vous vous adressez à des gens avec qui vous avez déjà a priori des choses en commun. Donc c'est moins risqué que de se lancer dans la mer sans son gilet de sauvetage. Mais donc l'évolution actuelle, apparemment, c'est d'avoir des sites de plus en plus ciblés. Aux États-Unis, je crois que c'est encore plus poussé le fait vraiment de cibler des sous-communautés très très précises. Bon. Mais à ce moment-là, le site fonctionne beaucoup plus comme une agence patrimoniale que banale, que comme justement quelque chose d'un peu original dans les relations humaines. Vous avez déjà répondu partiellement à ma question, mais c'était pour savoir comment imaginez-vous les sites de rencontres dans 10 ans? Dans quel état on sera? Mais encore une fois, moi, très honnêtement, je suis embarrassé pour répondre à ça. Je ne suis pas sociologue, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de statistiques. Bon, j'ai lu un peu les ouvrages des sociologues, c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai recueilli là-dedans, c'était vraiment un aspect philosophique un petit peu particulier. Je ne suis pas du tout calé ou compétent sur le fait social, hein, des sites de rencontres. Moi, je ne vois pas pourquoi ça devrait disparaître, mais parce que, bon, peut-être au contraire, à mon avis, ce qui vraisemblablement va se produire, c'est une espèce de... Enfin, les pratiques sociales vont manger ça, hein, vont l'inclure, vont le digérer, et vont faire que, peut-être dans 10 ans,
tout le monde saura comment il faut faire, comment il faut s'adresser à quelqu'un sur un site, qu'il y aura des nouveaux codes sociaux qui vont gérer. Et l'intérêt de la phase actuelle, c'est d'avoir justement une espèce d'état d'apesanteur sociale. On ne sait pas, il n'y a pas d'équivalent. C'est une expérience qui n'a pas, à mon avis, d'équivalent dans les autres situations sociales. Parce qu'on rencontre vraiment quelqu'un, sans savoir exactement qui c'est, mais sans les guides qui nous disent ce qu'il faut dire, dit bonjour à la dame. Il n'y a pas de bonjour à la dame. Donc, par exemple, vous avez des questions très concrètes. Est-ce qu'il faut dire bonjour? Alors, c'est bête parce que si la personne reçoit le truc à minuit, alors est-ce qu'il faut dire tu? Est-ce qu'il faut dire vous? Déjà, question. Vous adressez à quelqu'un, vous envoyez un message à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Alors, déjà, question très bête. On dit je. Pourtant, je sais que ça, c'est super codifié dans la vie réelle. C'est très compliqué d'ailleurs, les règles qui se rapportent à ça. Mais là, vous ne savez pas. Alors, si vous dites je, si vous dites tu, qu'est-ce que tu fais là? La personne peut se sentir blessée parce que, quel impoli, il me tutoie sans m'avoir rencontré. Et puis si vous dites vous, le type, putain, il prend ses distances, il est froid, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faudrait mettre entre parenthèses, je vous, entre parenthèses, avec une petite slash, je vous, mais après, l'écrit, c'est extraordinaire, parce que les fautes d'orthographe, etc. En 3 lignes, moi je suis prof, donc je corrige des copies. Et je dis toujours aux étudiants qu'il faut faire très attention dans les phrases du début, parce que très rapidement, ça semble un peu curieux, parce qu'on va dire finalement, le début, l'introduction, c'est toujours un peu pareil, comme les lettres de motivation, c'est extraordinaire. Mais la puissance insoupçonnée du langage écrit, c'est-à-dire, vous lisez 3, je vous assure, en tant que prof, vous lisez 3 phrases d'une copie, vous avez une impression. Alors évidemment, l'impression n'est pas définitive, elle va évoluer, vous allez peut-être revenir dessus, mais vous avez une impression je sais pas, de la maturité intellectuelle, par exemple. C'est très vite, il suffit de quelques mots écrits, ça apparaît beaucoup moins rapidement à l'oral. Alors les lettres de motivation, c'est pareil, on dit, mais quoi ça sert finalement? Parce que tout le monde envoie des lettres de motivation. Qu'est-ce qui fait la différence? Les lettres de motivation, elles doivent se ressembler. Elles se ressemblent en gros, mais pas dans les détails. Et là, c'est pareil. Vous avez l'annonce, l'accroche maintenant, pour les juridiques, vous avez 2 phrases. Il y a énormément de choses qui apparaissent. Alors bien sûr, on peut complètement se tromper, mais peu importe. Il y a un effet extraordinaire qui est produit par quelques phrases, quelques mots. Et dans les échanges par mail, c'est la même chose. Là aussi, c'est une espèce d'expérience tout à fait étonnante, que quelques phrases, donc la puissance du langage écrit, qui, mais alors une fois, le langage écrit, il est normé, il est super normé même, et donc on ne sait pas sur quel mode, est-ce qu'il faut prendre un mode neutre, un mode familier, un mode... Voilà, il n'y a pas de règles. Alors, peut-être que dans 10 ans, il y aura des règles et tout le monde saura, comme maintenant. Si vous voulez, vous savez comment il faut faire. Les mails, par exemple. Au début, les mails, qu'est-ce qu'il faut écrire? Les règles de politesse sur un mail et dans une lettre, c'est pas pareil. Maintenant, il y a des codes qui apparaissent. On finit toujours ces mails en disant cordialement. C'est comme ça, ou très cordialement. Alors, c'est le degré, très, très cordialement. Mais ça devient normé. C'est-à-dire maintenant, les gens savent comment il faut écrire, quel genre de choses il faut écrire quand on écrit un mail. Il y a 10 ans, on ne savait pas. C'était ouvert. Alors peut-être que dans 10 ans, les gens, tout le monde va savoir comment il faut s'adresser à quelqu'un pour la première fois sur un site de rencontre. Ça va peut-être être... La société va récupérer ce truc-là. Comme les radios libres à l'époque, les sites internet. Pareil, les sites internet au début c'est des créations complètement loufoques dans tous les sens. Mais alors là il y a un espace de liberté, mais l'espace de liberté il ne reste pas très longtemps, quoi. Il est tout de suite récupéré par des règles, des normes, etc. Et là on est peut-être encore dans la petite fenêtre où il y a un espace de liberté qui n'est pas complètement normé par la société. La seule chose qui est normée, c'est le jeu de la séduction. Il faut être jeune, il ne faut pas fumer, alors je donne des conseils, c'est vrai que là, je dirais. Il faut être jeune, il faut faire du sport. Il faut pratiquer une activité sportive, c'est très mal vu de fumer, donc il ne faut pas avoir trop d'enfants, il
faut aimer les loisirs, il faut aimer les vacances. Alors, si vous avez des photos de vacances, ça marche bien. Ça. Et puis alors après, il y a des règles très, très bêtes, et c'est marrant aussi de voir, alors là c'est des règles très simples, mais qui sont bien révélatrices des ressorts profonds de la nature humaine. C'est que si vous voulez que ça marche bien avec quelqu'un, c'est très simple. Il suffit de lui faire plaisir, il suffit de la flatterie. Vous savez, la fontaine, là, le corbeau et le renard, eh bien, ça marche toujours. Ça semble ahurissant que ça marche toujours, mais ça marche. Dernière question, apparemment. Là, par rapport à Facebook, est-ce que finalement c'est pas ça l'avenir Facebook? On rencontre quelqu'un physiquement, ensuite on essaie de la retrouver, on arrive à savoir qui c'est, on crée une relation virtuelle, et peut-être ou pas ça finit physiquement. Parce que finalement Facebook c'est pas ce qui va tuer les sites de rencontres, ce qui va aussi l'avenir des rencontres physiques. Le mécanisme que tu décris, c'est de dire, voilà, on rencontre quelqu'un dans une soirée, par exemple, et puis après on essaie de le retrouver sur Facebook. Donc en fait, on a une phase réelle. Mais très courte, enfin, c'est ah oui, d'accord. Vous parlez beaucoup de visuel, de la photo. Voilà, la photo, on se souvient de quelqu'un, on s'en souvient, et après, beaucoup de relations sont beaucoup virtuelles avant, de Facebook. Il y a une présence physique très courte, juste... Ah oui, peut-être, oui, ah bah oui, ça c'est bien. Ça. Ah oui, ah bah, de toute façon, de manière plus générale, Facebook, de ce point de vue-là, bon, vous êtes vraiment très jeune, vous ne pouvez pas encore avoir compris cette utilité, mais indépendamment de tous les dangers que ça peut comporter, c'est évident, des aspects négatifs, mais ce qui est assez... ça aide considérablement la mémoire, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça retrouver des gens que vous aviez pratiquement perdus de vue. Et donc, quelquefois, à 2 ou 3 décennies de distance, il y a des gens qui vous retrouvent sur Facebook, donc vous vous rappelez. Donc ça enrichit en quelque sorte votre identité, parce que il y a une mémoire en quelque sorte matérielle qui vient au secours de votre mémoire biologique assez souvent défaillante. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est la sérendipité, c'est-à-dire le fait que ce qui peut être plus efficace que les sites de rencontres, c'est justement les sites qui ne se prétendent pas être des sites de rencontre. Puisque on trouve beaucoup plus facilement quelque chose quand on ne le cherche pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, donc, si, le problème, c'est qu'en effet, il y a un effet de méfiance, de défiance, qui est produit par les sites de rencontre, alors que si vous passez par une espèce de biais, par un détour, par un site oblique qui ne se prétend pas être un site de rencontre, alors c'est peut-être en effet comme ça que vous allez avoir plus naturellement, plus facilement une relation positive, une relation amoureuse. Alors c'est très fort, c'est OVS, hein. On va sortir, ça marche bien aussi parce que des gens se disent « Ah non, mais moi je vais sur OVS, c'est parce que voilà, j'ai besoin d'activité, c'est pour sortir, c'est pour rencontrer des gens. » Mais comme ça, sur le plan amical, et oui, mais du coup, comme il n'y a pas cette espèce d'objectif qui pèse comme une épée de Damoclès, il faut que absolument que ça marche. Alors, du coup, justement, puisque ce n'est pas l'objectif affiché, ça a plus de chances d'être l'objectif atteint. Et donc, Facebook, et puis les liens sociaux, là, les sites soi-disant professionnels, enfin, tout espace virtuel, de toute façon, peut, de manière annexe, créer, être le terrain de sentiments amoureux, et peut-être d'autant plus facilement que c'est pas annoncé comme tel. On passe outre le tabou. On parle du tabou, le caractère sidérant, hein, parce que évidemment c'est un peu paralysant, c'est à la fois le côté assez fascinant, puis en même temps un peu paralysant, de se retrouver en communication directe comme ça, dès le premier mail, en communication, en sachant que l'objectif éventuel, c'est d'avoir une relation amoureuse, plus ou moins longue. C'est quand même, ça peut être aussi paralysant. Alors c'est moins paralysant que les situations réelles, mais ça peut l'être. Et donc peut-être, en effet, inversement, on peut très bien imaginer de se servir d'un site de rencontre comme étant un moyen de se faire de nouveaux amis. Parce que vous pouvez très bien dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, mais d'un point de vue amical, et puis je m'inscris sur un site de rencontre, parce que du coup, vous allez peut-être rencontrer des gens extrêmement intéressants, mais en mettant entre parenthèses l'objectif affiché, l'objectif de, il faut qu'il y ait une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse ou rien. Alors ça c'est la logique apparente, mais la logique réelle, elle est d'une toute autre nature. On
finalement se faire des amis sur Mythique, je crois. Et de même qu'on peut aussi se faire des relations amoureuses sur Facebook ou sur n'importe quel autre, peut-être même sur les sites de jeux vidéo en ligne, je sais rien, sans doute. Donc, il y a peut-être plus d'avenir pour les sites de rencontres. Peut-être. Ouais. Oui, oui. Mais là, de toute façon, ce qui est important, c'est que dans tous les cas, on a cette dimension virtuelle. Alors après, bon, bien sûr, c'est facile, c'est plus. On délimite mieux cet élément-là quand on parle des sites de rencontre, mais des espaces virtuels, il y en a beaucoup d'autres questions. On arrive donc au terme de cette conférence. J'aimerais à nouveau remercier M. Parmentier d'être venu nous parler de ce sujet passionnant. Je vous remercie vous d'être venu nous voir pour cette dernière conférence de l'année. Donc on vous dit à l'année prochaine. Et je vous convie à un petit apéro en bas de l'audito. Il y aura des chips et du sucre. Et je me permets également de remercier très fortement Alice Floch qui nous a fait notre superbe affiche sur les sites de rencontres pour cette conférence.